Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. L'État récupère 1 milliard de nos francs auprès des sociétés qui ont préféré transiger plutôt que de faire face à la justice. La garde des Sceaux, ministre de la Justice, a remis le chèque à son collègue du budget. L'argent servira à financer le démarrage des activités de l'Agence nationale de sécurité de proximité. La baisse des prix de certaines denrées est effective dans les marchés de Pikine. Le constat est fait par le ministre du Commerce. El Haj Alioune Sarr était en visite de terrain au marché Zing. Et puis ce 29 mai est célébrée la journée dédiée au casque bleu. Plus de 90 000 militaires et policiers, dont de nombreux djambars sénégalais, effectuent des opérations de maintien de la paix sur 4 continents. La rédaction revient ce soir sur les différents déploiements des soldats sénégalais sous la bannière des Nations Unies. Mais tout d'abord, le chef de l'État a quitté Dakar hier soir à destination de Yokohama au Japon. Il va prendre part à la 5e conférence internationale la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique en tant que haut représentant de l'Afrique de l'Ouest. Cette réunion coïncide avec le 20e anniversaire de la création de la TICAD. Et pour cette année, l'accent sera mis sur le renforcement de l'appui aux efforts africains pour la paix et la stabilité. Après le Japon, le chef de l'État se rendra à Paris le 4 juin pour répondre à l'invitation du président François Hollande qui reçoit le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à l'UNESCO. Et puis ce communiqué de la présidence de la République, une partie de la presse sénégalaise a fait état de liens supposés entre M. Amadou Hott, nouvellement désigné président du conseil d'administration de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, et l'affaire de la vente de la 3e licence globale de téléphonie à la compagnie Soudatel. Le service de presse de la présidence de la République vous informe que M. Hott, conseiller spécial du président de la République en investissement et financement depuis mai 2012, n'est en rien mêlé à cette affaire. Il n'a fait l'objet d'aucune audition, encore moins de poursuites dans cette affaire traitée par les juridictions sénégalaises compétentes en toute indépendance. Monsieur Amadou Hott était au moment des faits employé de la banque d'affaires MFC, conseiller financier de Zain, la société de télécommunications coétienne concurrente de la compagnie Soudatel pour l'octroi de cette licence. C'est à ce titre que monsieur Hott a reçu copie de la correspondance évoquée par la presse sénégalaise. Le service presse de la présidence de la République tient à préciser par ailleurs que la compagnie Zain que conseillait la banque de M. Hott avait été écartée au profit de Soudatel. C'est un communiqué du service de presse de la présidence de la République. 44 projets ont été financés à hauteur de 4 milliards par l'Union européenne. Révélation faite hier au cours de la conférence de la plateforme des acteurs non étatiques. Le Premier ministre a présidé l'ouverture des travaux. Diana Badia. Les acteurs non étatiques s'impliquent de plus en plus dans la gestion des affaires publiques. À travers cette 2e université, ils encouragent l'émergence d'une nouvelle conscience citoyenne au Sénégal. Cette problématique majeure qu'est la participation citoyenne, objet de notre thématique centrale, constitue une interrogation cruciale pour parvenir à des politiques partenariales effectives, gage d'atteinte des résultats escomptés pour un développement économique, social et culturel harmonieux. L'objectif recherché in fine est d'apporter notre contribution au développement de notre pays. La plateforme des acteurs non étatiques est née des accords de Cotonou signés en 2000. Appuyée par l'Union européenne, l'initiative trouve tout son sens dans la lutte pour un mieux-être des populations. La participation des acteurs de la société civile à côté des autres acteurs dans les politiques publiques fait partie des priorités de l'Union européenne et trouve son origine dans l'engagement de l'Union en faveur de la lutte contre la pauvreté, la promotion de l'état de droit, le respect des libertés fondamentales tel qu'inscrit dans ces traités fondateurs. Cette vision cadre avec celle du chef de l'État qui prône la bonne gouvernance. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a décidé de placer son mandat sous le signe de la bonne gouvernance. Cela correspond à ses convictions, cela est une de ses promesses de campagne, cela est une demande citoyenne forte. C'est pourquoi il est à l'écoute permanente des Sénégalaises et des Sénégalais
pour prendre en charge leurs préoccupations en la matière. C'est ainsi que le gouvernement a décidé d'engager des réformes de profondeur au niveau de nos institutions, comme dans l'administration publique, dans son mode d'organisation et de fonctionnement. Il en est de même en ce qui concerne la gestion de nos finances publiques, désormais orientée vers plus de transparence et d'efficacité. Cette deuxième université est un forum de partage d'expériences. L'événement a permis de consolider les bases d'un dialogue entre l'État et ses partenaires. L'Assemblée nationale a examiné le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création d'une commission mixte de coopération entre les Émirats arabes unis et le Sénégal, suivi de l'examen d'un autre projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'amendement des statuts du FMI sur la réforme du conseil d'administration, synthèse de René-Léon Fonseca. Désormais, les administrateurs du Fonds monétaire international au nombre de 20 ne pourront plus être désignés, mais seront élus tous les 2 ans. C'est le premier projet de loi adopté par les députés à l'unanimité. Le nombre des administrateurs peut être réduit ou augmenté par le Conseil des gouverneurs à la majorité de 85% des voix attribuées. C'est là une des dispositions de cette loi. Et les députés l'ont bien apprécié. Ils estiment que cet amendement vise à renforcer la légitimité des décisions du FMI, tout en améliorant la représentativité des pays membres. Autre projet de loi également voté à l'unanimité, l'accord portant création d'une commission mixte de coopération entre les Émirats arabes unis et le Sénégal. Accord pourtant adopté en novembre 2010 à Abu Dhabi. L'objectif est de promouvoir les secteurs comme la sécurité, la formation, la justice, l'éducation, entre autres. Le domaine de l'économie, le domaine de l'énergie. Un pays qui est tout à fait disposé à accompagner le Sénégal dans son développement économique et social en envoyant des investisseurs qui vont venir explorer toutes les opportunités d'investissement au Sénégal. Avec le monde arabe, la coopération marche très bien et nous allons justement trouver d'autres ressources, surtout humaines, pour mieux développer la coopération. La commission va se réunir tous les ans. Elle va assurer le suivi de la mise en œuvre des accords, conventions et protocoles signés entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères s'est aussi prononcé sur le saccage de l'ambassade du Sénégal à Rabat au Maroc par des ressortissants sénégalais. Et c'est une situation qu'il faut déplorer, a dit Mankeur Ndiaye. Je vous propose de l'écouter. C'est très regrettable parce que le Sénégal n'a aucune responsabilité dans la situation de ses compatriotes qui sont au Maroc. Certains d'entre eux sont en situation irrégulière et les Marocains ont décidé d'interdire l'activité des marchands ambulants. Chaque pays a ses normes, a ses règles qu'il faut absolument respecter. Si on veut vivre en territoire étranger, il faut se conformer aux lois et règlements de ce pays. Ce qui est arrivé, il y a eu quelques compatriotes qui ont fait l'objet d'interpellations hier par les autorités policières marocaines et d'autres compatriotes qui n'étaient pas contents sont allés ce matin investir l'ambassade et saccager quelques biens qui appartiennent à l'État du Sénégal. Je crois que c'est une situation qu'il faut absolument déplorer parce que partout, nous essayons d'assister les Sénégalais, d'assurer leur promotion, d'assurer leur protection. Partout où les Sénégalais font face à des difficultés. Le ministre du Sénégal de l'Extérieur vient de rentrer d'Espagne pour aller visiter des compatriotes en Espagne et rendre visite à une famille où il y a eu, il y a quelques jours, une victime. Donc je pense que ce n'est pas la bonne attitude. Nous sommes en train de négocier, nous sommes en contact direct avec les responsables de ces associations. Le ministre du Sénégal de l'Extérieur a appelé les responsables. Je crois que la situation va revenir à la normalité. Et nous allons, avec nos amis marocains, continuer à travailler pour faire en sorte que les préoccupations de nos compatriotes soient prises en compte. La garde des Sceaux, ministre de la Justice, Aminata Touré, a remis cet après-midi un chèque d'1 milliard de francs CFA au ministre du Budget. C'est de l'argent recouvré auprès de sociétés de la place qui veulent faire l'économie d'un procès devant les tribunaux. L'État rentre ainsi dans ses fonds et utilisera cet argent pour le démarrage des activités de l'Agence nationale de sécurité de proximité Ibrahim Ambou. Les noms des sociétés ayant transigé n'ont pas été rendus publics par la ministre de la Justice. Elles ont préféré négocier avec l'État et éviter des contentieux devant les cours et tribunaux. Au bout du compte, 1 milliard de francs CFA recouvrés. Cet argent-là sera destiné à des activités de développement. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le ministère de la Justice qui implémente. Le ministère de la Justice, son rôle,
c'est de transmettre au budget. Et au niveau de l'arbitrage du président de la République, ce chèque sera destiné à l'Agence nationale de sécurité de proximité. Selon Aminata Touré, des progrès notoires ont été faits en matière de recouvrement. Maintenant, il reste à veiller à une gestion rationnelle et orthodoxe de l'argent récupéré. C'est pour ça qu'il y aura un compte spécial qui sera suivi régulièrement et le ministre du Budget fera le compte rendu au fur et à mesure que cet argent sera recouvré et utilisé. Le garde des Sceaux a aussi précisé que l'argent recouvré n'entre pas dans le cadre de la traque des biens présumés mal acquis. Les dossiers sont toujours pendants devant la justice et les enquêtes se poursuivent. Les pays africains vont bientôt faire l'expérience d'un nouveau mode de gestion des catastrophes naturelles. C'est dans le cadre de l'Africa Risk Capacity, une institution spécialisée de l'Union africaine. Le logiciel d'anticipation de ces crises Africa Risk View a fait l'objet d'un atelier. René Masségadiouf. Un système de réaction rapide en cas de catastrophe naturelle, tel se veut être le nouveau logiciel Africa Risk View, un outil d'alerte pour avoir à disposition toute la base de données relative à une situation de détresse. Pour le cas d'une famine par exemple, nombre de populations touchées, à quel endroit et la quantité d'aide nécessaire pour vaincre la vulnérabilité des populations. L'expérimentation est faite d'abord sur le modèle de la sécheresse. En soi, c'est une révolution face aux lenteurs notées dans l'aide apportée aux populations. L'innovation majeure, c'est qu'avec le logiciel African Risk View, nous avons la possibilité d'évaluer le processus d'insécurité alimentaire bien avant, en cours de campagne. Le logiciel est décrit comme le moteur technique de l'ARC Africa Risk Capacity, une institution spécialisée de l'Union africaine. Elle est définie comme une mutuelle panafricaine de gestion des risques, une entité dont la mission est de fournir aux États africains des fonds de secours rapides. L'ARC est tout au plus une initiative africaine de solidarité. Il convient de reconnaître qu'avec l'ARC, nous abordons un virage historique dans la manière dont les gouvernements africains anticipent et gèrent les risques de catastrophes naturelles dont sont victimes leurs populations. Les résultats du processus de paramétrage seront connus lors de cet atelier de 2 jours, ainsi que les modalités de transfert du risque qui font l'objet d'intenses discussions. De baisse du prix du riz, de l'huile et du sucre prises par le gouvernement sont effectives dans les marchés de Pékin. Alioune Sarr, ministre en charge du commerce, a pu le constater au marché Zeng où il vient d'effectuer une visite de terrain à la Santiago. Conformément aux engagements pris au cours du Conseil national de la consommation, le ministre en charge du commerce s'est rendu sur le terrain afin de constater de visu l'effectivité de l'application des mesures de baisse des prix du riz, de l'huile et du sucre. Au marché Zeng de Pékin, Alioune Sarr a pu constater que les commerçants ont respecté la décision du gouvernement par l'affichage et l'application des prix de vente en gros, demi et au détail. non parfumé ñu ngi koy détaillé kilo 260 suukar bi 560 lañ koy jaay quoi bu fekkee diwlin bi un litre natt bërigo bi ñu ngi koy jaay litre 900 francs sachet bi ñu ngi koy jaay 290. Au marché Zeng, le gouvernement peut aussi compter sur le soutien des responsables, notamment le délégué général du marché, Diafar Ali. Une semaine après la décision du gouvernement d'homologuer le prix du riz non parfumé, l'huile en fût, le sucre cristallisé, il s'agit pour le département du commerce de déployer des mécanismes de suivi. Nous revenons du marché Zeng, où nous avons constaté vraiment avec beaucoup de satisfaction que d'abord les prix sont affichés, mais ensuite les commerçants l'appliquent vraiment avec beaucoup de rigueur. Pour dire simplement que les piliers sur lesquels s'appuie notre politique pour améliorer le pouvoir d'achat des Sénégalais, le premier naturellement pilier c'est baisser les prix des denrées chaque fois que c'est possible. Nous l'avons fait sur le riz, sur le sucre et sur l'huile. Ça, c'est le premier pilier. Nous allons le poursuivre sur d'autres denrées d'ailleurs, parce que nous avons listé 15 autres denrées, les loyers, le lait, tous ces produits-là. Actuellement, il y a le comité national qui y travaille. Pour s'assurer de l'effectivité de cette mesure, le ministre du Commerce entend s'appuyer sur un contrôle citoyen. C'est le sens de la convocation du CDD organisée avec le soutien de Pape Sanyambaye, maire de la commune, des autorités administratives, des différents acteurs socio-économiques de la ville de Pékin. Cette méthode qui consiste à impliquer les différents acteurs dans cette décision n'exclut pas cependant des moyens coercitifs. Les commerçants récalcitrants ont été soumis à la loi dans toute sa rigueur. C'est ainsi que le service départemental du commerce de Pékin a déjà saisi entre autres 20 tonnes de riz.
L'Institut de prévoyance retraite du Sénégal et l'hôpital de Pékin ont signé un partenariat pour un montant de 35 millions de francs CFA pour la prise en charge des personnes du troisième âge affiliées à l'IPRES. Ce partenariat entre dans le cadre de la couverture du plan Sésame. Salosek. Pour une meilleure prise en charge de ses membres, l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal élargit sa couverture du plan Sésame à la banlieue. Pour ce faire, l'institution vient de nouer un partenariat avec l'hôpital de Pékin. Ceci entre aussi dans le cadre du renforcement de la politique du ministère de la Santé. Parce que le ministère de la Santé aussi a initié cette politique à travers le plan Sésame. Donc cette convention ne vient que conforter la politique macro du ministère de la Santé. Selon les statistiques de l'IPRES, la plupart des personnes du troisième âge affiliées à l'institution se trouvent dans la banlieue. Cette convention va leur permettre de bénéficier des soins sans effectuer de déplacement à Dakar. Nous avons estimé que dans un souci d'équité, il fallait quand même intégrer Pékin dans ce dispositif. L'hôpital de Pékin qui est une zone tampon, un hôpital de niveau 3. Donc nous avons estimé qu'il fallait intégrer dans le cadre de l'accord cadre l'hôpital de Pékin avec qui maintenant nous sommes en convention. On a préfinancé pour 35 millions, le même montant que les hôpitaux de niveau 3, c'est-à-dire Le Dantec, Fan et Grand Yoff, pour permettre aux populations de Pékin, les retraités, d'avoir accès à des soins de proximité. Je suis en tant que président très heureux de constater une signature entre l'IPRES et là pour pouvoir maintenant aider les retraités. Parce que j'ai dit l'argent qu'on donne au SUS, c'est l'argent des retraités. L'hôpital de Pékin dispose d'équipements qui lui permettent de prendre en charge les personnes du troisième âge. Ce partenariat entre l'hôpital et l'IPRES va durer 2 ans. Après évaluation, si satisfaction il y a, les deux parties devraient renouveler ce partenariat. Les sinistrés des dernières inondations vont être logés avant le début de l'hivernage. 1200 logements seront prêts à Tivaouane-Peulh et 800 autres à Niague. Le projet de recasement a permis de créer 6500 emplois. Révélation faite par Amadou Fall Kanar Diop, le directeur du projet de construction des logements sociaux et de lutte contre les bidonvilles. Il était l'invité de notre magazine Le Point. Nous avons choisi de ce projet-là au niveau de Tivaouane-Peulh et Niaga. Nous ferons 1200 logements à Tivaouane-Peulh et 800 logements à Niaga. Ce projet, ce qui est déjà important, à la date du 23 mai, le projet utilise 6422 personnes. Donc actuellement qui sont en train de travailler dans ce projet et qui sont rémunérés, des emplois créés. Les 6422 à la date du 23 mai. Ça va aller crescendo parce que c'est à 7500 à 8000 avant la fin du projet. Mais alors le 23 mai, on est à 6422 projets. Donc c'est un projet créateur d'emplois. Ce projet, hormis cet élément, va pouvoir recevoir ces populations dans les délais que nous sommes fixés. Avant l'hivernage, les populations vont commencer à y aller. Il est à un niveau acceptable d'avancement par rapport aux délais, aux prévisions que nous sommes fixé. Vous pouvez suivre l'émission Le Point après cette édition ce soir donc. 20 millions de francs CFA, c'est la valeur globale du don que vient de remettre le PAM à l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Le don est composé de matériel informatique et d'équipements destinés au fonctionnement des cantines scolaires. La remise officielle a eu pour cadre ce matin Djahaï Aramdao. Mais les tout-petits sont vite sortis des cours pour une raison justifiée. Ils égayent le temps d'une matinée un jour spécial pour l'école et au-delà pour toutes les autres cases et écoles maternelles du Sénégal. Nous sommes heureux de remettre à la directrice générale, ici présent, ce lot de matériel composé de 14 ordinateurs munis d'onduleurs, 30 000 gobelets, 1300 plats en aluminium et 1300 nappes. Le PAM est convaincu qu'un enfant bien nourri, de façon équilibrée et en quantité suffisante, a plus de chances de réussir qu'un enfant qui a faim. La conviction est partagée par les responsables de cette case qui ont reçu leur part du don.
On a toujours eu la cantine scolaire. Ces matériels que nous avons offerts sont venus à un bon moment parce qu'on en avait besoin, besoin surtout les oblés. Comme pour Diakha et les autres structures bénéficiaires ont aussi reçu leur dotation. L'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits se voit directement renforcée dans sa mission. Notre pays a élaboré depuis 2000 une politique nationale de développement intégré de la petite enfance dont la mise en œuvre est confiée à l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Forte de ce soutien, l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits entend poursuivre sa mission en s'appuyant sur plusieurs leviers. L'essentiel du don est composé d'équipements destinés aux cantines scolaires, gobelets, nappes, plats en aluminium, le tout d'une valeur globale de 20 millions de francs CFA. L'Agence nationale de la case des tout-petits se réserve le devoir de veiller à la bonne distribution et à l'utilisation du matériel. Je vous le disais dans notre édition d'hier, le partenariat mondial pour l'éducation a alloué à notre pays un financement de 23 milliards de francs CFA, un montant destiné au renforcement des capacités des acteurs. La directrice de l'organisation en visite au Sénégal a effectué une tournée dans des établissements scolaires de Kayar, Rufisque et Mbao, Damsila. La nouvelle directrice du partenariat mondial pour l'éducation, Alice Albright, a choisi le Sénégal pour son premier déplacement dans les pays en développement. Pour sa visite dans les établissements scolaires, elle s'est d'abord rendue à l'école primaire Masek Gueye de Kayar. Ici existe seulement 4 salles de classe à côté d'un abri provisoire. Le personnel a profité de l'occasion pour demander la construction de nouvelles salles. Deuxième étape, l'école de formation des instituteurs de Rufisque. Le directeur a souhaité une augmentation du matériel informatique pour la formation à distance. La visite au Dara Ahmed Sahir Lo de Mbao a mis fin à la tournée. L'établissement qui accueille 1200 pensionnaires a besoin d'un appui conséquent pour une meilleure prise en charge des élèves. La directrice a pris bonne note pour toutes ces doléances. Le Sénégal est un pays phare qui montre l'exemple, qui montre la voie à suivre pour développer sa jeunesse, sa communauté, et nous avons voulu le marquer d'une pierre blanche. Nous avons alloué une enveloppe de 47 millions de dollars au Sénégal, et donc après la visite, nous allons travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Sénégal pour nous assurer également que cet argent est dépensé de la façon la plus efficiente possible. Le Sénégal avait reçu un financement de 35 milliards de francs CFA du partenariat mondial pour l'éducation pour la construction d'écoles primaires et secondaires. Un deuxième financement de 23 milliards va mettre l'accent sur le renforcement des capacités. Dans le programme que nous avons établi, le deuxième projet, les DARA, les centres de formation régionaux, mais aussi la construction d'écoles primaires, que ce soit des écoles franco-arabes ou des écoles primaires classiques, occupe une très bonne place dans le cadre de ce projet. Avec ce financement, le gouvernement va créer 4 centres régionaux de formation du personnel de l'éducation. Les abris provisoires seront aussi transformés en des salles de classe construites en dur d'ici à 2016. Une société indienne s'intéresse à la réhabilitation de l'axe ferroviaire Dakar-Bamako. Elle s'appelle Sarah Mining. Les discussions ont déjà été engagées entre la société indienne, le Sénégal et le Mali. Et hier, les ministres des Transports des deux pays ont signé une convention de partenariat dans ce sens. Ibrahim Abou. Le document signé définit les contours juridiques du partenariat. Le Sénégal et le Mali font cause commune pour donner un coup de boost au rail en totale décrépitude. Une ambition dans le droit fil de la volonté de Sarah Mining, spécialisée dans l'extraction des minerais de fer. La société indienne installée au Mali rencontre une foultitude de difficultés en voulant transporter ses produits par la route. C'est ainsi que la société a réfléchi, est venue nous proposer qu'elle souhaite nous accompagner pour réhabiliter les rails. Conscient du fait qu'un projet ferroviaire sera toujours rentable pour l'économie des deux pays, les ministres maliens et sénégalais des transports n'ont pas fermé leurs portes à d'autres partenaires. Des pistes sont explorées, des options retenues. Le NEPAD reste une option. Les possibilités de coopération entre nos deux pays pour rechercher des financements importants, massifs,
pour pouvoir réaliser un chemin de fer à grand écartement sur Dakar, Bamako, tout en continuant au-delà comme le prévoit le NEPAD, c'est une formule que nous n'avons pas exclue. Lors de ce face-à-face avec la presse, il a été aussi question du transport routier. Les tracasseries dont les transporteurs sénégalais font l'objet en territoire malien ont été évoquées. Les deux ministres promettent de travailler en parfaite intelligence pour trouver des solutions à cette récurrente problématique. Le groupe Al-Kharafi du Koweït va reprendre la construction de l'hôtel intercontinental qui se trouve à Ouakam. Les travaux devraient se terminer avant la tenue du sommet de la francophonie prévu en 2014 à Dakar. C'est l'assurance donnée par le représentant du groupe Al-Kharafi en présence du ministre du Tourisme Youssou Ndour. Coût des travaux 43 milliards, Cheikh Pambagay. Voici ce qui sera le futur hôtel intercontinental de Dakar. Il sera un hôtel de 5 étoiles entièrement construit par le groupe Al-Kharafi du Koweït. Un investissement de 43 milliards de francs CFA qui sera d'un grand apport surtout dans le renforcement des infrastructures hôtelières. L'hôtel qui était en construction pendant la préparation du sommet de l'OCI a connu par la suite un coup d'arrêt. Aujourd'hui, le groupe Al-Kharafi reprend les travaux. Mon défunt oncle Nasser Kharafi avait choisi le Sénégal pour plusieurs facteurs, dont les plus importants sont la stabilité économique et politique, et l'hospitalité de sa population et l'esprit de coopération et de solidarité qui règne au Sénégal. Et j'espère qu'il ne s'était pas trompé en choisissant le Sénégal, parce que lors de ma première visite ici, ce que j'ai vu et ce que j'ai pu constater par moi-même m'a bien reconforté. Nous espérons bien l'inaugurer avant la tenue du sommet de la francophonie. L'hôtel sera donc réceptionné avant la tenue du sommet de la francophonie selon le représentant du groupe Al-Kharafi. Sa construction va booster les emplois et sera un acquis de plus pour le secteur du tourisme. Le coût de l'investissement est de 43 milliards. Vous savez, ce projet avait commencé depuis 2007 et aujourd'hui, après nos efforts, nous sommes parvenus à convaincre le promoteur de lancer les travaux. Nous travaillerons avec lui pour que cet engagement soit ferme, pour que, à la veille du sommet de la francophonie, que cet hôtel soit vraiment prêt et vraiment accessible. C'est 500 emplois directs, 2000 indirects, et je crois qu'aussi le nombre de lits va augmenter. C'est un hôtel de 5 étoiles déjà, nous n'en avons pas beaucoup. Al-Kharafi, c'est un partenaire stratégique de premier plan. Le groupe n'a pas encore fait des investissements en Afrique subsaharienne. Le ministre du Tourisme Youssou Ndour a salué l'engagement de la première fortune koweïtienne à venir investir dans le secteur touristique sénégalais. Le groupe Attijari Wafa a inauguré ce week-end son académie de formation. L'institut a pour objectif le renforcement des capacités du personnel de cette banque. Les responsables de la CBAO en ont également profité pour annoncer les bons résultats de leur banque à Diop. Une académie de formation toute neuve à l'agence CBAO à Kermel pour répondre aux besoins de formation des banques. Face à un secteur qui bouge, le groupe Attijari Wafa a mis à la disposition de ses 1100 agents cet institut. Il a comme mission, entre autres, d'inculquer aux jeunes cadres les rudiments du métier de banquier. Pour nous, l'académie fait partie des outils nécessaires à tout groupe qui souhaite aller de l'avant et qui atteint une certaine taille. Pour plus de proximité avec les clients, la CBAO s'est dotée d'un code de déontologie écrit en français et traduit en Wolof. Le groupe a aussi nommé un déontologue maison pour davantage veiller aux préoccupations du client. Ce projet était un socle qui a créé beaucoup d'émulsions en interne. Ça a vraiment créé un socle culturel, un esprit d'entrepreneuriat. Les partenaires sociaux y ont adhéré. On a vraiment fait un travail formidable. Côté résultats, la CBAO a fait cette année des performances. Les résultats nets en 2012 est de plus de 9 milliards, soit une hausse de 117%. Pendant les exercices 2010 et 2011, CBAO avait accepté d'avoir un résultat relativement faible. C'est cette politique de rigueur dans la gestion du risque qui a permis
à partir de 2012 et les années futures, Inch'Allah, de progresser les résultats avec un rythme soutenu. Au Sénégal, le groupe Attijari Wafa, qui compte plus de 216 000 clients, veut toujours accompagner les acteurs économiques dans leurs projets. Et en tant que première banque de l'espace UEMOA, la CBAO sera bientôt présente au Niger et au Bénin. La communauté rurale de Ndendori dans le département de Kanel se mobilise pour aider les populations à acquérir la carte nationale d'identité. Des leaders locaux ont organisé des journées de mobilisation autour de la pièce d'identité avec la bénédiction des autorités administratives. Mamadou Samambo. Devant la sous-préfecture de Sinthiou-Bamambé, un balai incessant de cars transportant des citoyens venus des différentes localités de la communauté rurale de Ndendori. J'avais une carte d'identité, mais c'est l'ancien format. Je cherche une carte numérisée. J'ai jamais eu de carte d'identité. Il me la faut pour plusieurs raisons. Je suis un citoyen pour jouir de cette citoyenneté. Il me faut une carte. Je viens la chercher. Cette mobilisation tient à un constat de l'autorité administrative. Nous avons constaté que les inscriptions ne se font pas de manière massive. Il fallait donc agir. C'est le cas aujourd'hui du jeune Ousmane Khan, responsable local de Ndendori. Il avait l'intention de prendre une initiative d'organiser cette journée de mobilisation. Il a mis les moyens. Nous avons accepté parce que ça nous permet d'arriver à de bons résultats par rapport à ces opérations-là. D'abord, on avait tenu une opération quand même pour que les gens aient comme on appelle encore, des extraits de naissance. Et maintenant, quand ils ont des extraits de naissance, il faut que tout le monde, tous ceux qui ont des extraits de naissance, puissent avoir leur carte d'identité et inscrire dans la liste électorale. Filer vite à Ndendori pour s'inscrire sur les listes électorales, c'est ce que ces populations ont fait. Vraiment, on a eu une forte mobilisation au niveau de la communauté rurale de Ndendori. On est actuellement 50 inscriptions suivies. Pour la modification, on a inscrit 13. Pour l'initiateur de l'opération, l'action est avant tout citoyenne. D'abord, il faut que chacun puisse avoir sa carte d'identité, chacun puisse jouir quand même vraiment de ces bons points de citoyenneté. Derrière tout ça, derrière le problème politique, d'abord, il y a de la citoyenneté d'abord. La mobilisation a duré 72 heures. Elle a permis de constituer près de 500 dossiers de pièces d'identité et d'inscrire quelques 300 personnes sur les listes électorales. La communauté internationale commémore ce 29 mai la journée internationale dédiée aux casques bleus. Cette année, plus de 90 000 militaires et policiers sont déployés sous la bannière des Nations Unies sur 15 théâtres d'opération et sur 4 continents. Et parmi eux, de nombreux djambars sénégalais, nos soldats qui ont perdu 5 frères d'armes sur le champ d'honneur l'année dernière au Darfour, en Côte d'Ivoire et en RD Congo. La rédaction vous propose ce soir un sujet sur les différents déploiements de nos soldats de la paix. Louis-Philippe Sagna. Depuis 1948, les soldats de la paix des Nations Unies ont mené plusieurs missions sur le terrain qui ont permis aux populations de plusieurs dizaines de pays de retrouver une paix durable. Parmi ces vaillants casques bleus figurent les djambars sénégalais. Le lendemain de nos indépendances, le Sénégal a décliné son ambition pour la paix et la sécurité, la stabilité dans le monde, en s'impliquant directement, pendant encore que nous étions dans la Fédération du Mali, dans cette action de maintien de la paix au Congo. 6e pays africain et 11e au classement mondial. C'est un honneur pour le Sénégal de faire partie des 20 contributeurs principaux aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Nous sommes au Darfour, pour parler plus loin, en Côte d'Ivoire qui est en Afrique de l'Ouest. Nous sommes aussi en Guinée-Bissau et au Mali, qui va bien sûr bientôt passer sous la bannière des Nations Unies. Et ça, c'est en termes de troupes combattantes. Mais n'oublions pas aussi que nous avons des officiers d'état-major et des observateurs qui sont encore et au Congo et en Somalie et bien sûr au Libéria. Aujourd'hui, les théâtres ont pour nom le Darfour avec 800 hommes, la Côte d'Ivoire où sont déployés 501 djambars, le Mali 502. Dans ce pays frontalier, les effectifs seront renforcés et mis à la disposition des Nations Unies dès le 1er juillet prochain. Il ne suffit pas seulement d'être un soldat professionnel pour y être, mais il faut être un soldat complet.
ils ont ce qu'ils appellent tolérance zéro. Et ça, c'est à tout grade. C'est fort de cela que le Sénégal est toujours, en tout cas, désigné, supplié, choisi, et cela par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Nous entraînons nos soldats dans le cadre du respect des droits humains. Pour mieux assurer la stabilité des pays secoués par une crise, les Nations Unies intègrent une composante police. Et le Sénégal a toujours répondu à toutes les sollicitations. La participation des militaires de la gendarmerie aux missions sous l'égide des Nations Unies remonte à l'indépendance, au début des années 60, dans le cadre de la Fédération du Mali. Et c'est dans le cadre du premier contingent déployé au Congo, Congo belge, Congo Léopoldville comme on disait. Il y avait un peloton de 13 gendarmes. C'était un peloton prévôtal. République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Haïti, Soudan et récemment le Mali. Dans tous ces pays, la protection des civils, l'appui au développement institutionnel et le renforcement des capacités de la police locale constituent les missions quotidiennes. Nous participons dans ce cadre à la restructuration des forces de police de ces pays. En Côte d'Ivoire, nous avons ce qu'on appelle un sous-groupement de sécurité avec plusieurs pays, donc dont le Sénégal. Et là-bas, les gendarmes sont chargés de la protection des édifices publics et des autorités locales et de l'ONU. Bon, ça a évolué un peu parce qu'avant que les autorités actuelles ne soient au pouvoir, c'est les gendarmes sénégalais, plus des gendarmes d'autres pays, dont le Bénin, le Togo, qui étaient chargés de la sécurité de ces autorités-là. La gendarmerie, tout comme l'armée, représente dignement la nation. Leur comportement exemplaire est salué à chaque fois que l'occasion se présente. J'avoue qu'à un moment donné, j'ai failli demander le redéploiement du contingent au Mali. Les autorités ivoiriennes m'ont dit qu'il n'en était pas question parce que la présence des soldats sénégalais est appréciée par leur professionnalisme, leur engagement, leur courage. Je pense que cela est à l'honneur de l'armée nationale du Sénégal. Les opérations de maintien de la paix ont largement contribué au professionnalisme de nos djambars. Tous ceux qui y participent honorent la patrie jusqu'au bout. Une pensée pieuse, en fait, n'est-ce pas, pour nos camarades qui sont tombés, pour ceux-là qui sont blessés, leur souhaiter un très prompt rétablissement, mais aussi mes mots d'encouragement à ceux-là qui sont, n'est-ce pas, déployés sur les différents théâtres avec beaucoup de difficultés des fois. Et je sais qu'ils le font avec beaucoup de passion, beaucoup de détermination. C'est pas parce que ces camarades nous ont quittés qu'ils ont disparu de nos mémoires et que leurs familles ne font plus partie de la gendarmerie. Leurs familles font partie intégrante de la gendarmerie nationale et la gendarmerie mettra tout en œuvre pour les soutenir. En Afrique, comme partout ailleurs, le Sénégal s'engage à lutter contre tout ennemi de la paix. Les forces armées réitèrent leur ferme volonté de mener à bien toutes les missions qui leur sont confiées. Le groupe de travail sous-régional annuel de suivi de la gouvernance et la cohérence entre les politiques de gestion des ressources maritimes et les stratégies de lutte contre la pauvreté. Son objectif, faire de sorte que les politiques de lutte contre la pauvreté prennent en compte la gestion des ressources. La pêche, c'est 15 à 17% du PIB des pays de l'éco-région. Mauritanie, Sénégal, Gambie, les deux Guinées et le Cap-Vert. Elle contribue de façon évidente à la lutte contre la pauvreté. Mais sa pratique est-elle en phase avec la gestion des ressources maritimes? Voilà le sens de la mise en place de ce groupe de travail. En s'inscrivant dans cette direction, nous arriverons à faire de notre écorégion une écorégion prospère où il fait bon vivre et où l'homme est en harmonie avec la nature. Les pays concernés par ce groupe de travail vont réfléchir à la mise en place de politiques efficientes et cohérentes. Cela devrait permettre de lever beaucoup de contraintes liées notamment à l'exploitation des ressources maritimes. Dans plusieurs pays de l'éco-région Wamer, les problèmes de gouvernance et de cohérence entre les différentes politiques constituent un des facteurs explicatifs les plus importants de l'état de dégradation des ressources marines, avec son corollaire,
la situation alimentaire précaire des communautés côtières. Je salue l'opportunité offerte par ce projet de renforcer le dispositif de lutte contre la pêche pirate et destructrice de la base de nos économies, initiée par la Commission sous-régionale des pêches. La pêche est un secteur stratégique pour les pays de l'écorégion Ouamer. Environ 1,5 million de personnes en tirent leurs ressources. Le ministre de la Culture en tournée dans la région de Fatick, de Kaffrine plutôt, c'est dans le cadre d'une tournée nationale de promotion de la diversité culturelle. De nombreuses questions ont été soulevées au cours des échanges avec les acteurs culturels de la région. Le ministre a aussi rendu visite à des chefs religieux, Matar Kassé et Claire Diop. Pour mieux être à l'écoute des acteurs culturels, le ministre a fait le déplacement sur Kaffrine. Le Ndoukoumane a sorti ses objets d'art, ses chants et ses pas de danse. La famille artistique des 4 départements de la région réunis, l'histoire est égratignée. Le CRD a servi de cadre pour soulever beaucoup de questions, notamment le manque criard d'infrastructures culturelles. Le gouvernement du Sénégal, à travers le programme de promotion de la diversité culturelle, compte équiper les régions, cela pour permettre aux acteurs de vivre de leur art. Ces maisons de la culture et des arts constitueront des outils importants pour répondre à ce type de besoins d'infrastructures, en particulier en ce qui concerne les musées. En ce qui concerne l'animation culturelle, il faut avoir des scènes, il faut avoir une capacité de développer des activités culturelles et pouvoir les montrer à la population locale. À Kaffrine, le ministre n'est pas venu les mains vides. Du matériel de quelques dizaines de millions est mis à disposition. Nous sommes venus avec un ensemble de premiers équipements qui sont disponibles aujourd'hui pour renforcer le centre culturel tel qu'il existe aujourd'hui. Et ce centre culturel va être renforcé avec notre équipement. Le conseil régional de Kaffrine a déjà pris l'initiative de mettre en place des instruments aussi de sonorisation. La culture occupe une place importante dans notre économie. Le pays dispose de patrimoine matériel et immatériel considérable, non encore exploités. On doit faire une économie créative qui s'inspire de notre culture, qui utilise notre patrimoine pour créer des véritables richesses. Chaque département a proposé ses particularités, vernissage, exposition, veillée culturelle, concert, hip-hop. Le ministre a sillonné la région pour visiter les différents sites culturels tels que les mégalithes de Ouanar. La tutelle a également rendu des visites de courtoisie à certains chefs religieux de la localité. L'exposition Gorée Regard sur cours a vécu. Une centaine d'artistes célèbres et de jeunes talents ont exposé leurs œuvres dans les cours et jardins des maisons goréennes. L'association Gorée Regard sur cours a soufflé cette année ses 10 bougies. Fatou Diouf. Gorée, l'île mémoire se dévoile. Visiteurs ou résidents, peu importe, tout le monde a droit à un accueil chaleureux. Vous êtes invités à percer les mystères des cours et les jardins des habitations goréennes. À l'intérieur des maisons, des œuvres artistiques ornent les murs aux couleurs ocre, témoins du Sénégal colonial. Gorée Regard sur cours, c'est une balade, une découverte des trésors de Gorée. C'est l'occasion d'ouvrir les maisons, de montrer l'architecture des maisons, de montrer l'intérieur des maisons et en même temps de promouvoir la culture au niveau d'artistes, de peintres, sculpteurs, designers, céramistes. Et ça c'est fantastique de découvrir à la fois les lieux, les maisons très belles et aussi ces artistes qui sont exposés. Et c'est tout un patrimoine moderne d'aujourd'hui, donc ça montre qu'il y a une continuité dans la culture et dans l'art à Gorée. Il s'agit d'une œuvre de Marie-Josée Crespin, une férue de l'art. Sa vision, promouvoir les artistes et faire revivre tout un patrimoine culturel, historique. Une belle initiative. Nous qui avons grandi à Gorée, c'était un regard furtif de beaucoup de visiteurs qui, dans les dédales des rues, guetter l'ouverture d'une porte pour voir ce qui se passait à l'intérieur. Et Marie-Josée Crespin, que je vais nommer, et ses autres compagnons ont surpris ces regards furtifs et en ont fait un regard permanent. On ne saluera jamais assez sa contribution inestimable
à la promotion de nos artistes. Je sais également combien elle est attachée à son île, à Gorée. Je lui rends hommage parce que c'est par elle que tout a commencé. De la danse contemporaine, des sketchs et de l'humour pour agrémenter la soirée. En 3 jours, les cours de l'île, témoins de tant d'histoires bouleversantes, ont révélé quelques secrets de manière d'être à Gorée d'hier à aujourd'hui. En sport, football préparatif des 2 matchs des Lions du Sénégal pour les prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. L'État a mobilisé un budget de 300 millions, dont 105 pour les primes de victoire contre le Libéria et l'Angola. À ce propos, voici le directeur de la haute compétition, Souleymane Boun Daoudé Diop, au micro de Darba. L'État a dégagé pour les 2 matchs la somme de 300 millions. Mais c'est provisoire. Nous souhaitons dépenser effectivement les 300 millions. Parce que si on gagne les 2 matchs, effectivement les 300 millions seront complètement consommés à cause des primes. Les primes de victoire, c'est 1 750 000 francs par jour. Les primes de match nuls, c'est la moitié. Et en cas de défaite, on ne paye rien. Effectivement, l'État, en relation avec la fédération, a pris toutes les mesures nécessaires. D'abord, le regroupement à Bruxelles. À Bruxelles, nous avons choisi le terrain d'entraînement d'Anderlecht. Et on nous a dit que c'est ce qui se fait de mieux à Bruxelles. Donc pour vous dire que l'intention de l'État de mettre cette équipe dans d'excellentes conditions. À Accra, la deuxième phase du regroupement, nous avons loué le complexe sportif Lizy Sport qui appartient à l'ancien joueur de l'équipe de France, Marcel Desailly. Là aussi, toutes les commodités sont en place pour une bonne préparation. Pour ce qui est du transport, il faudra à ce niveau remercier le président de la République et le Premier ministre qui, à cause de l'indisponibilité de l'avion présidentiel, nous a donné une rallonge budgétaire pour permettre à l'équipe de prendre des vols directs et de jour, ce qui était une exigence de l'équipe nationale. Épisme, le Grand Prix de la Première Dame à Louga, Linguerbi est sorti vainqueur. Une enveloppe de 2 millions accompagnée d'un trophée ont été remis au jockey. La manifestation s'est déroulée sous l'égide du comité régional des courses hippiques de la ville dirigé par Kolebao. C'était à l'hippodrome municipal Djibril Diouf ex-Ouattel. Philomène Constance Diagne. Les populations de Djambour ont pris d'assaut l'hippodrome de Louga. Le Grand Prix dédié à la première dame Mariam Sall en valait la chandelle. 5 épreuves ont été suivies par les amateurs. Parmi elles, le grand classique disputé par les poulains de 2 ans. Devant 12 concurrents, Linguerbi remporte le jackpot. Bien représentée à cette cérémonie, la première dame a fait cadeau d'une enveloppe et d'un trophée au vainqueur. La bonne organisation de la compétition a aussi été appréciée. La première dame du Sénégal porte beaucoup d'attention au sport en général et en particulier aux courses hippiques. C'est la raison pour laquelle j'ai eu l'honneur, moi personnellement, de la représenter ici aujourd'hui. Et je pense que je viens d'assister à une belle course. Et je lui rendrai compte de façon fidèle de tous les honneurs qu'on a eu à lui accorder aujourd'hui à l'occasion de cette belle journée. Derrière Linguerbi sont arrivés respectivement Alfat, Bodjel et Laolachat. Le public ndiamborois amoureux du cheval est reparti, comblé. Et puis à suivre ce soir l'émission plurielle autour de Omar Nying, 4 partis politiques, l'APR, le PDS, l'UCS et le FSD-BJ. Voilà qui me fait cette édition. Oumou Baldé sera sur ce plateau pour d'autres nouvelles. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS.